Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien, le sujet du jour. Franchir le mur de la conscience pour s'enfoncer dans ses mémoires antérieures les plus profondes, une expérience des plus fascinantes que nous propose l'hypnose des vies antérieures, une véritable thérapie selon certains. Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir des experts et l'écrivain Bernard Werber qui nous présentera son tout nouveau roman, La boîte de Pandore. En fin d'émission, direction la planète Mars avec François Pomès pour l'exploration qui fait du bien. Et pour débuter sur un air de Léo Ferré, j'ai le grand plaisir de recevoir Kali pour la sortie de son tout nouvel album. Et ça, c'est extra. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à réagir. Cette émission est faite pour vous. Et tout de suite, je rejoins la table ronde. Bonjour à tous. Alors, on a un très beau plateau aujourd'hui. Kali, bonjour. Bonjour. Alors, j'étais déjà très enthousiaste quand j'ai su que vous aviez accepté notre invitation. Mais alors, quand je vous ai entendu chanter du Léo Ferré, vraiment, j'avais hâte de vous féliciter de vive voix. Merci beaucoup, ça me touche. Bernard Werber, bonjour. Alors, conscientiser nos mémoires les plus profondes, nos vies antérieures, c'est le voyage que vous nous proposez à travers votre nouveau roman absolument passionnant, La boîte de Pandore. Catherine Romanoff, alors vous étiez déjà venue dans l'émission. Vous êtes praticienne en hypnose et en PNL et également en hypnose des vies antérieures. Oui, alors, psychothanatothérapeute. Ah, j'aime beaucoup ce mot. Alors tout ça est très mystérieux. Stéphane Alix, bonjour. Alors, vous êtes journaliste, réalisateur, reporter de guerre, fondateur de l'INRES et auteur de nombreux livres, dont Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Vous avez mené une enquête absolument fascinante, une de vos vies antérieures. François Pomès, on va rester dans l'extraordinaire avec vous puisqu'on part sur Mars pour une mission inédite, c'est dans l'exploration qui fait du bien. Jérémy Lorca, bonjour. Bonjour. Viens, on se marre. Ouais, exactement. C'est le nom de votre one-man show. Et on vous retrouve également aux côtés d'Anne Romanoff toutes les semaines sur Europe 1. Alors c'est bien, il n'y a pas de jaloux. Moi j'ai Catherine Romanoff, vous avez Anne. C'est fou, je suis enchanté. Et aujourd'hui, vous vous êtes penché sur Kali puisque vous avez écouté son album. Ouais. Alors Kali, vous rendez hommage à Léo Ferré en reprenant 16 de ses chansons intemporelles. Alors je vais vous faire une petite confidence. Quand j'ai su que vous faisiez un album de reprise, j'étais un peu déçue. Et quand je vous ai écouté, j'ai été bouleversée par votre voix, votre authenticité, la qualité et la finesse des arrangements. Vous incarnez chaque chanson, mais avec chaque molécule de votre corps. C'est du Kaliléo pour moi. Wow. Alors racontez-nous tout. Pourquoi Léo Ferré ? Oh, c'est d'abord un hommage à mon papa, parce que j'étais tout petit et je voyais mon papa qui avait ce physique à la Lino Ventura et qui pleurait pas beaucoup et je le voyais ému en écoutant un type qui crachait des mots que je ne comprenais pas. Et un jour mon papa m'a dit, tu sais, cet homme-là, je l'ai vu sur scène, il s'est fait cracher dessus une chanson et il s'est fait applaudir à tout rompre juste après, la chanson d'après. Ça m'a bouleversé et ça a été la suite, quoi. Et puis après, des gens qui m'ont donné envie d'aller sur la route, des Thiéphène ou Lavilliers, ou Bachung, ou Jacques, le grand Jacques Higelin, se réclamaient tous de Léo. Et pour moi, Léo, nous sommes les contemporains de Léo Ferré, comme des gens étaient les contemporains de Beethoven. C'est le plus haut pour moi. Donc c'est un Il est moment même de la plus vie haut où que Dieu, hein. C'est ce que vous avez dit finalement. Ouais. Que Dieu pourrait s'inspirer de Léo Ferré. Ouais. En tout cas, j'ai voulu le faire maintenant parce que j'ai été un petit peu triste. Il y a 2 ans, il aurait eu 100 ans, Léo, et on n'a rien fait, on n'a pas célébré tout ça. Et c'est tellement important parce que au-delà de l'anarchie, au-delà du ni Dieu ni maître, c'est d'abord une passion amoureuse, folle, qui bouffe le ventre. Et moi je dis, il faut écouter Léo, les mots de Léo pour juste être heureux, quoi. Heureux. Vous m'avez donné les larmes aux yeux quand je vous ai écouté. On écoute tout de suite un extrait de cet extra. Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marée. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. Magnifique. Kali, alors, vous êtes aussi un ami de la famille de Léo Ferré. Et je crois que Mathieu, son fils, a participé à l'enregistrement. Ouais. Alors, ils ont écouté l'album, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ?
Ils étaient heureux, ouais. Ils m'ont fait ce cadeau-là, de venir déjà en studio. Au studio Pigalle à Paris, c'est là où Léo enregistrait le premier 78 tours avec le Flamenco de Paris, avec le bateau espagnol. Mathieu m'a dit, tu sais, mon papa est exactement là où tu es. Il y a 68 ans, il était là, il chantait, donc il y avait déjà ça. Et puis avec le sourire, il m'a dit, papa serait heureux de ça, quoi, de pouvoir s'amuser avec ses chansons et passer, de les livrer différemment. Sa femme était là et j'ai lu un poème de Léo pour sa femme. Elle était face à moi comme ça, lorsque tu me liras. C'était très troublant, un moment très fort. Et Mathieu m'a fait ce cadeau de lire une poésie aussi sur le disque. Alors maintenant, je vais vous laisser entre les mains de Jérémy Lorca, qui a été assez interpellé par certaines de vos chansons. D'accord. Exactement, Cali. Alors tout d'abord, j'ai découvert L'amour est dans l'escalier. Ouais. Donc j'avais un peu les boules parce que moi j'ai qu'un ascenseur, forcément. Donc je me suis dit, ok, je suis condamné à rester célib à terre toute ma vie. Jeu de mots, c'est pour moi, c'est gratuit. Alors, ma question, Cali, c'était pour Léo Ferré. L'amour est dans l'escalier, mais pour vous, est-ce qu'il est sur scène? Oh oui, oui, l'amour, j'arrive là. J'étais cette nuit encore en concert au Luxembourg, en Belgique et au nord de la France. Et Oui, vous êtes en tournée dans je toute suis en la tournée. France. Et puis c'est merveilleux parce que ça justifie. On vit, on meurt, quoi. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on vit, on meurt. Et pour moi, c'est du temps gagné sur la vie. C'est pendant 2 heures ou 2 heures et demie. Beaucoup d'amour. Et pour moi, ça m'aide à vivre vraiment. Mais c'est ça, ouais. Ok. Vous interprétez également une chanson qui s'appelle L'enfance. Ouais. Du coup, je voulais vous demander quel était votre plus joli souvenir d'enfant. Oh, Vous avez eu une belle enfance? elle était douce, mais j'ai perdu mes parents très tôt en fait. Ma maman a 6 ans, donc après c'était autre chose. Mais j'ai un souvenir qui est assez précis, c'est un Noël où les gens me disaient Papa Noël n'existe pas, et puis moi je sais qu'il existe parce que je l'ai vu. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit et je l'ai vu et il m'a fait chut, comme ça. Oh waouh. Et j'ai fermé les yeux. Il fallait que je dorme pour avoir les cadeaux le lendemain. Et on peut me dire ce qu'on veut, moi je l'ai vu. Ah, c'est génial. Oh, j'adore. Trop mignon. Et moi, puisque tout le monde me le demande autour de cette table, mon plus joli souvenir d'enfant, c'est, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, c'est quand je m'endormais dans la voiture de mes parents et comme par magie, je me réveillais, j'étais en pyjama dans mon lit. Vous avez vécu ça ou pas? Oui, c'est vrai. C'est fou, on peut plus faire ça aujourd'hui. T'es adulte, tu t'endors dans une voiture, tu travailles en sous-vêtements dans un lit, c'est qu'on a mis du GHB dans ton verre. Le monde a changé, d'ailleurs vous le chantez avec le temps, et c'est vrai qu'avec le temps, tout s'en va. Les illusions, les abdos, les érections, pardon, je parle pour moi. Oh, Jérémy. Je parle pour moi. Tu vas rester célibataire, je pense. Ah ouais, voilà, célibataire, bien à terre. Et du coup, Cali, avec le temps, est-ce que vous vous sentez plus apaisé? Non, j'espère pas, non. Je trouve ça tellement important d'avoir toujours le trac de la vie, la peur. J'ai pas peur d'avoir peur parce que ça me remue le ventre et je suis pas apaisé du tout. Et puis quand on me dit c'est mieux après on vieillit, on s'assagit. Mais non, c'est pas mieux après, quoi. Non, faut essayer de revenir, de penser à ça, la pureté, l'enfance, revenir à tout ça. Le moment où on n'a pas encore fait l'amour, quand on a 15 ans, 16 ans, la falaise est là. Moi, j'essaie d'avoir ça toujours au fond de moi, mais je suis pas du tout apaisé. Ce jour-là, je serai mort. Ouais, ça concerne le côté rock aussi, de pas être apaisé finalement. Je sais pas, mais je veux vivre, quoi. Ouais. Alors vous chantez « Ils ont voté Ouais. ». Si vous pouviez faire passer une loi, Cali, j'ai 3 propositions. Alors, interdire les claquettes chaussettes définitivement, mettre en prison toutes les personnes qui nous ont brisé le cœur, ou alors bannir du dictionnaire des mots comme racisme, infidélité, topinambour. Ça n'a pas de sens, je sais. Qu'est-ce que vous choisiriez? Question piège. Hein. Question piège. Non. Vous avez le droit de dire rien. Vous pouvez prendre les 3, rien. Ouais, non, mais pas la prison. C'est terrible la prison. Pas la prison. D'accord. Des écoles, comme disait Des Victor écoles, Hugo. voilà, ouais, des écoles. Ouvrons des écoles et mettons-y tous les amoureux et faites l'amour dans les écoles. Ouais. Ah waouh. Mais écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec cet album. C'est très gentil, je vous remercie. Alors vous êtes en tournée en ce moment dans toute la France jusqu'à fin décembre. Vous avez aussi une date exceptionnelle, le 18 novembre, au Théâtre de Jazé. Le 16, je crois. 16 Moi j'ai eu novembre. 18. Bah, Bon bah peut-être- écoutez... Mais venez le 18 aussi, ça serait sûrement bien. Mais le 16, ouais. Et le Déjazé, très bien. c'est important pour moi parce que j'avais 20 ans et je devais aller voir Léo Ferré au théâtre Déjazé à Paris. Je viens d'un petit village du sud de la France, je n'étais jamais monté à Paris. J'ai découvert Paris, les lumières. J'ai tout fait dans cette journée-là, sauf aller au concert de Léo. Donc je l'ai raté, j'ai dit j'irai le voir plus tard, il n'y a pas eu de plus tard. Donc cette date va être au niveau Assez émotionnel exceptionnel. forte pour moi. Oui. Et je serai là.
Parce qu'on C'est m'a invité. adorable. D'accord. Ben, c'est très gentil, ça me touche. Votre attaché de presse, c'est pas vous. Je suis désolée, je serai là. Monsieur Bruno Philippard, le meilleur Voilà, du le meilleur du monde. Bon, écoutez, vous restez avec nous, Cali. Hein. Ah ouais, moi, je Donc, veux voir je les- présente à nouveau votre album. Hein. C'est Cali chante Léo Ferré. Il y a même un vinyle. C'est du collector, ça, c'est formidable. Vous restez avec nous hein, pendant tout le long de Oui, l'émission oui, parce c'est- que je crois que les vies antérieures, c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Alors, demain, c'est la 40e édition du marathon des 20 km de Paris. Alors, notre pétillante Annabelle Milo a voulu revenir sur une étude qui fait a priori beaucoup de bien. Selon une étude britannique, le géniteur idéal serait un marathonien hollandois. En effet, des chercheurs en anthropologie biologique ont analysé les performances de 542 coureurs et ont découvert que les plus performants ont été exposés à un taux élevé de testostérone prénatal. Un bon marathonien serait donc meilleur quand il s'agit de la reproduction. Un autre critère a été pris en compte. Un annulaire plus long que l'index chez l'homme serait donc également un signe de meilleure capacité reproductrice. Alors, étude qui fait du bien ou pas Mais oui, étude qui fait du bien. Je vous laisse. Je pars en repérage. Bon, je vois que tout le monde rit sur le plateau. Quelqu'un est marathonien ou sans transition, l'hypnose qui fait du bien? Oui, on comparait les annulaires. c'est- Allez, d'accord, ok. Alors, l'hypnose qui fait du bien, les vies antérieures. Bernard Werber, La boîte de Pandore, c'est le titre du livre qui m'a tenu en haleine des nuits entières. Alors, c'est l'histoire d'un prof d'histoire qui, lors d'une séance d'hypnose, va explorer ses vies antérieures et changer complètement sa conception de vie. C'est absolument fascinant, passionnant. Je sens indéniablement le best-seller qui revient. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi vous vous êtes penché pour la première fois sur l'hypnose et les vies antérieures. Moi, j'ai une formation de journaliste scientifique et je pars sceptique sur tout ce qui est invisible et bizarre. Mais j'ai rencontré une médium qui m'a raconté mes vies antérieures. D'abord, elle m'a dit, est-ce que vous voulez que je raconte vos vies antérieures? J'ai dit, essayez toujours. J'ai dit, mais a priori, dans nos vies antérieures, tout le monde se retrouve César, Napoléon ou Jésus-Christ. Et moi, j'y crois pas trop parce que la plupart des êtres humains, en fait, ils étaient paysans ou ils étaient soldats ou ils étaient mineurs de fond, comme l'essentiel de l'humanité. Et elle me dit, en effet, vous avez eu 111 vies. Sur les 111, il n'y en a eu que 11 intéressantes. Donc je vais vous parler des 11 intéressantes. Les autres vies étaient des vies banales, comme vous venez de le citer. Et elle m'a raconté ces vies. Et à la fin de la séance, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce que je remarque, c'est que j'étais arrivé un peu stressé. Et là, je suis vraiment cool, avec un super sourire. Donc, vous m'avez fait vraiment du bien et j'aimerais que ça se reproduise. Et donc, elle m'a raconté plusieurs de mes vies. Et puis après, j'ai appris à faire de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Et je me suis retrouvé dans ce couloir avec des portes qui sont mes vies antérieures que j'ai ouvertes, comme si on allait voir des films. Et le seul élément troublant est la masse de détails. C'est-à-dire, on peut considérer que c'est des rêves ou des délires, sauf cet élément, c'est qu'il y a des détails que j'ai vérifiés par la suite et qui corroboraient exactement ce que j'ai vu. Ah, donc, en fait, finalement, c'est un peu autobiographique, votre livre. C'est un peu autobiographique. J'ai raconté qu'une vie. Parce qu'il y a ce long couloir avec ses portes numérotées où on peut aller. Enfin, c'est assez fascinant. Hein. Ben, on descend les marches de son inconscient. Il y a une porte de l'inconscient. Là, on tombe sur un couloir. Il faut le visualiser juste. Et là, il y a des portes numérotées qui sont toutes les portes de nos vies précédentes. Donc, chez moi, il y en a 111. D'accord. Donc, c'est aussi le nombre dans votre livre. Voilà. Et donc je fais un souhait, style la vie où j'ai connu mon plus grand histoire d'amour, et puis il y a une porte qui s'allume, ou ma vie où j'ai appris le plus de choses, ou ma vie de spiritualité. En général, je fais pas des vies où il y a pu y avoir des gros problèmes. Je vais pas faire ma vie où j'ai terminé sur un bûcher ou dans un camp de concentration ou un truc désagréable. Je fais ma vie où je me suis vraiment éclaté. Donc je visite des films sympathiques. Parce qu'évidemment, si ça s'appelle La boîte de Pandore, c'est aussi parce que je suis conscient qu'il peut y avoir un risque de tomber sur quelque chose de non sympathique. C'est ça. Si on oublie nos vies antérieures, c'est peut-être parce qu'il est arrivé des choses pas cool du tout et qu'il vaut mieux les oublier. Mais là, toutes celles que j'ai vécues, c'était vraiment très, très, très sympa. Alors moi, j'ai une question. Donc, on part du principe, j'imagine que maintenant vous y croyez, en la réincarnation. D'accord? Alors, j'en tiens compte. Croyance. à partir du moment où vous avez des vies antérieures, Bernard Werber, et que vous l'avez vous-même vécu, c'est que vous croyez en vie à la réincarnation?
Non. Ça fait plusieurs vies que je suis méfiant sur ce sujet. Alors comment peut-on avoir des vies antérieures si on ne se réincarne pas? En fait, voilà, je vais vous dire, en tant que romancier et ancien journaliste scientifique, je ne me permettrai pas de dire vous devez y croire, c'est la vérité. J'ai l'impression, pour moi, que ça résonne. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a une masse de détails inexplicables. Maintenant, j'ai l'impression que chaque lecteur a une conviction personnelle et je voudrais surtout pas dire vous devez y croire et c'est la vérité. Pour moi, ça m'ouvre des perspectives. Voilà. Alors, et ça m'amuse énormément. Je peux faire une confidence, Karine, parce Oui. que je sais pourquoi elle pose la question. Elle nous a avoué en préparant l'émission que après avoir lu votre livre, elle avait rêvé de vous. non, elle en s'était plein vue milieu, dans- en fait. Non, mais en fait, vous ouvrez les portes peut-être de notre imagination, mais c'est vrai que je vous lisais et en plein milieu du livre, je me suis endormie et j'ai descendu aussi des escaliers et je me suis vue dans un monastère religieuse dans une vie Racontez-nous antérieure. Et donc, il faut pas que je bon. Et donc, je sors un fichu en lin avec un chapelet à l'intérieur et une Bible, alors que je suis pas du tout pourtant C'est ce genre de catholique. détail qui est troublant. Donc c'est très troublant parce que je me suis réveillée vraiment. Et finalement, là où ça peut être intéressant, c'est de voir où on en est aujourd'hui et peut-être la mémoire qu'on a, si ça existe, ou peut-être que c'est juste mon imagination, cela dit. Hein. Il y a certaines de mes vies qui expliquent certains de mon comportement. Donc peut-être que pour vous, cette scène que vous avez vécue peut expliquer certains de vos ressentis. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un monastère ou si vous avez... En tout cas, ça résonne. Ah, mais vous savez, moi je suis très religieuse. Hein. Vous avez raison. Voilà. Si ça vous fait du bien, il faut faire les trucs qui nous font du bien. Mais par exemple, il y a une vie que je raconte dans la boîte de Pandore où j'étais samouraï. Et avant de mourir, qui était une vie d'ailleurs plutôt sympathique, enfin que j'ai vécue de manière sympathique, si ce n'est que j'avais pas de famille, j'ai pas d'enfants, je faisais que la guerre toute ma vie, mais ça me plaisait. Et au moment de mourir, je me suis aperçu que je n'ai fait qu'obéir à mon daimyo, c'est-à-dire mon seigneur de la guerre, et donc j'avais fait aucun choix. Et je me suis dit, à partir de là, plus personne n'aura à me dire ce que j'ai à faire. Je fais mes choix, je les assume bien ou mal, mais en tout cas, je ne supporte plus d'avoir une sorte de hiérarchie. Alors je moi, sais ce que qui j'étais allergique à m'intéresse, ça. Bernard Werber, c'est, j'imagine qu'après une expérience comme celle-ci, on en ressort forcément changé. Est-ce que ça a été une thérapie qui vous fait du bien aujourd'hui, qui vous a ouvert aussi, comme ce héros du livre, une nouvelle perception de la vie, beaucoup plus large finalement, où on n'est pas Bernard Werber, Cali ou Stéphane Alix, on est encore plus que ça finalement. Tout à fait, mais surtout, je me suis aperçu que les vies précédentes étaient vraiment plus inconfortables que celle-ci. C'est-à-dire, d'abord, il n'y a pas d'anesthésie dans les opérations chirurgicales, il n'y a pas d'hygiène. Enfin, la plupart des vies que j'ai vues, c'était hyper inconfortable. Hein. Du coup, on devient reconnaissant finalement. Ah, je trouve que faut tous qu'on profite de vivre à notre époque avec de l'eau courante à tous les étages, avec de l'hygiène. Quand vous allez voir le dentiste, il y a une anesthésie. C'est quand même assez récent hein, dans l'histoire de l'humanité. En plus, on ne pouvait pas voyager. Les voyages étaient hyper dangereux. Nous sommes les enfants gâtés de l'histoire. Oui, mais en revanche, je vais revenir quand même sur les Atlantes et merci d'avoir mené autant d'enquêtes parce qu'on est plongé dans la mythologie grecque. Donc c'est formidable. Et donc, cette civilisation qui serait ancienne de 12 000 ans, les Atlantes, est-ce que ça existe ou pas? En tout cas, ils étaient véganes. Mais c'est vrai, ils étaient véganes, ils croyaient en l'amour universel, ils ne travaillaient pas, ils s'entraidaient, c'était des érudits, des guérisseurs. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de s'acheminer vers un tel monde aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant, parce que vous disiez que finalement on évolue et en même temps... Alors, je vais vous expliquer le truc. La première grande expérience de réincarnation que j'ai faite, je me suis retrouvé à observer en tout cas un homme qui faisait des ricochets avec des galets dans l'océan, donc je savais pas où j'étais, je savais pas mon nom. Vous l'avez vu cette Atlante? C'est autobiographique ou pas? Après, j'ai fini par déduire, parce que j'ai compris d'autres éléments, que c'était en Atlantide, mais ça s'appelait pas l'Atlantide, et deux, il y avait pas une carte du monde comme on l'a maintenant. Le premier truc qui m'a surpris, c'est son âge. Il avait 821 ans. Donc, et là, je suis allé voir dans la Bible, tous les personnages du début de la Bible ont entre 800 et 900 ans. Donc, je me suis aperçu quand même, c'est pas délirant. L'autre élément, c'est qu'il était hyper cool et hyper décontracté. Un sage? Oui, et il n'y avait pas cette notion de possession. C'est-à-dire ni dans le couple, ni de l'argent, ni des objets. C'était une société où chacun avait ce dont il avait besoin, au moment où il avait besoin. Il n'y avait pas l'idée, je possède ça, j'ai peur qu'on me vole, j'ai peur que quelqu'un en ait plus que moi. Et c'était une société où, en effet, finalement, ils n'avaient pas de laser, ils n'avaient pas de télépathie, ils n'avaient pas de trucs extraordinaires. Ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient hyper cool parce qu'ils avaient trouvé une forme de sagesse, peut-être du fait d'une vie aussi longue. Et vous répondez pas à ma question. Votre question, c'était? Eh bien, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on s'achemine vers un tel monde?
Alors moi, j'espère. C'est ce que je mets dans mes livres. Vous mangez de la viande, Bernard Werber? Non, je mange pas de viande. Je m'en doutais. Mais je mange pas de viande depuis que j'ai écrit un livre, Le père de nos pères, où j'ai visité les abattoirs. Tant qu'on ne sait pas, on peut, et quand on sait, Oh, je pense on a du mal. aussi. Oui, peut-être. Mais- On va pas. Oui. Mais les Atlantes, en effet, enfin, de ce que j'ai. Donc ça se passait il y a 12 000 ans. J'ai fini par déduire que c'était l'Atlantide et que ça se passait il y a 12 000 ans. Ils ne mangeaient pas de viande, mais ils ont un rapport à la nature qui est très différent de nous, même à la nourriture, même au fait de la manière de vivre est très différente. C'est-à-dire, ils prennent l'énergie de vie, ce qu'on appelle. Dans l'hindouisme, le prana, c'est-à-dire ils se branchent sur la vie. Et c'est une notion que j'ai découvert dans cette incarnation-là. Mais non, je ne veux convertir personne à ça. C'est juste Non, un mais ça ressenti. peut. Voilà, en tout cas, Mais- ça inspire Bernard Werber. Et il y a une masse de détails. La séance a duré 1 heure. Et la première fois que je me suis retrouvé en Atlantide, et le type, il me dit, bon, ouais, c'est fini. Et j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais rien que pour l'archéologie, ça vaut le coup que je continue à vous décrire ce que je vois. Ça pourra servir. Et il m'a dit, non, c'est fini. Donc j'ai ouvert les yeux, et je me suis j'ai foncé pour noter la masse de détails que je voyais de cette cité, qui s'appelle pas Atlantis ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, c'est agréable de faire des rêves comme les vôtres. C'est pas un rêve, là. Alors là, c'est vous qui Ah dites là. que c'est un rêve. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai, vous avez Mais, raison. en tout cas, un songe, peut-être. Une expérience. Une expérience. Catherine Romanoff, alors vous êtes hypnothérapeute. Des vies antérieures. Alors ça, c'est fascinant. En quoi consiste votre travail? Eh bien, en fait, on considère que les personnes qui, aujourd'hui, sont porteuses évidemment de leur expérience passée, les expériences passées qui ont pu se passer dans cette vie-là, mais peut-être aussi sont peut-être porteurs des expériences qui ont pu se passer dans d'autres vies. Voilà, donc du coup, ça ouvre des champs de possibilités. Et vraiment, quand une personne est bloquée, quand elle a déjà travaillé sur elle, et que vraiment elle n'y arrive pas, et quand il y a des schémas répétitifs et des impossibilités, on peut justement faire cette thérapie et aller... Alors, il y a toujours un objectif extrêmement précis, c'est-à-dire d'aller chercher une vie en rapport avec le problème d'aujourd'hui, avec la problématique d'aujourd'hui. Et hop, en hypnose, puisqu'en fait, l'hypnose, c'est quoi? C'est de travailler avec l'inconscient. Donc, il y a bien quelque chose qui est inconscient, ce sont les vies antérieures. Et donc, on peut demander à notre inconscient de nous conduire dans les vies antérieures. Donc, on travaille avec un objectif précis, on va dans la vie intérieure concernée, et là, il a pu se produire des drames, des tragédies qui génèrent aujourd'hui encore des croyances limitantes, des difficultés, des impossibilités. Et donc, en thérapie, on va délicatement déjà voir qu'est-ce qui s'est passé, vraiment visiter toute la vie, les différentes étapes de la vie, et comprendre bien le drame, et on va pouvoir changer quelques petites choses qui font que la personne va revenir avec une compréhension complètement différente, des nouvelles perspectives et une ouverture totale. Voilà, c'est vraiment le... Qu'est-ce que vous en pensez, Cali? Oh, c'est fascinant. Mais Vous y croyez? Oui, moi je. Vous croyez au Père Noël, donc normalement, vous devriez croire aux vies antérieures. Oui, non, mais c'est troublant. Et j'ai un micro-kiné qui m'a touché la tête comme ça, qui m'a fait remonter sur des petits problèmes qu'aurait eu ma mère lors de l'accouchement et qui font que c'est de la micro-kiné, quoi. Après, je ne sais pas si ça. Et alors, ça vous a parlé? Ça m'a beaucoup parlé. En tout cas, ça m'a fait du bien. C'est ce que vous disiez, je rejoins ça. Tant que ça fait du bien, il faut le faire, quoi. Et alors, dans les vies antérieures, on peut donc effectivement aller dénouer des drames, mais aussi on peut aller chercher des ressources, exactement comme dans le livre de Bernard. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici dans notre vie des choses qui nous manquent et on se dit « Ah, bah, j'aurais bien aimé avoir cette expérience-là ». Et à ce moment-là, on se demande, dans une vie antérieure, est-ce que j'ai vécu une vie où j'ai eu cette qualité d'être-là? Et donc, hop, on y va. Et là, on peut négocier avec son ancienne personnelle, la personnalité qu'on était dans cette époque, pour avoir un échange et ramener un savoir-être. Alors, je viens vous voir pour une séance, voilà, pour explorer mes vies antérieures, comment ça marche. Et d'ailleurs, est-ce que c'est dangereux ou pas? Parce que je reprends d'ailleurs le héros de votre livre, Bernard Werber, c'est que... voilà, après cette plongée dans une incarnation de vie antérieure, il a des pulsions de meurtre. Donc la question est légitime, si on part du principe que ça pourrait marcher. Bon, bah, c'est un roman, bien sûr, La boîte de Pandore. Moi, j'en ai écrit un autre juste après Mon dernier souffle, qui met en scène une hypnothérapeute qui est vraiment spécialisée dans les vies antérieures. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment très, très bénéfique. Et c'est pas dangereux dans la mesure où c'est bien fait. D'abord que la personne qui va être hypnotisée ait quand même un certain équilibre psychique. Ensuite, c'est vrai, quand ça se passe mal dans l'expérience du livre de Bernard, c'est parce que justement, c'est pas dans un cadre thérapeutique.
thérapeutique. Il n'y a pas eu d'alliance thérapeutique entre la personne hypnotisée et le thérapeute. Donc là, l'alliance thérapeutique est extrêmement importante. Le respect du cadre. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose de très précis. Et moi, je préfère accompagner les gens quand on fait partie d'une thérapie globale. C'est une partie de la thérapie, c'est pas toute la thérapie. Donc c'est très important cette globalité pour vraiment arriver à, comment dire, à vérifier ce que la personne va en tirer de ses vies antérieures. Ce sont des expériences qui sont extrêmement puissantes. C'est pas comme quand on regarde un film, c'est-à-dire qu'on est vraiment projeté à pieds joints dans la vie. On va ressentir tout ce que va ressentir la personne. C'est-à-dire on est vraiment aux premières loges, on est l'acteur principal. Donc c'est extrêmement puissant comme expérience et très bouleversant et très intéressant à plein de sujets, puisque qui dit plusieurs vies antérieures dit aussi plusieurs morts antérieures. Donc ça veut dire qu'on est tous déjà morts plusieurs fois. Et vous avez fait l'expérience sur vous? Absolument, bien Et sûr, alors? bien Et d'ailleurs, votre sœur Anne, est-ce qu'elle a été votre cobaye? Est-ce qu'elle a testé une vie antérieure? Elle serait quoi des dossiers sur Voilà, des Anne. dossiers pour Jérémy, comme ça, On sur parlera Europe 1. dans les coulisses. Mais en Oui. fait, oui, bien sûr, j'ai testé, absolument. Et ça vous a fait du bien aussi? Oui, bah oui, absolument. Et là, aujourd'hui, par exemple, je porte un petit collier d'ambre. Oui. Et donc, c'est une de mes anciennes personae, qui était une grande prêtresse, enfin une prêtresse, peut-être pas si grande que ça, en Mésopotamie, il y a plusieurs siècles, et qui s'occupait d'embaumer les morts et de libérer leur âme. Et donc, j'ai pu, la rencontrer quelque part en hypnose et communiquer avec elle. Elle m'a dit, écoute, porte de l'ambre, et comme ça, on sera encore plus en lien, et je vais t'aider Donc elle est dans un ce peu que tu avec fais. nous, peut-être, sur le plateau. Voilà, Qui sait? exactement, voilà. Mais la frustration, c'est de nous faire revenir. Est-ce que vous pouvez pas nous laisser là-bas Non, moi je fais le travail jusqu'au bout, c'est-à-dire on revient, mais qu'est-ce qu'on est content de cette vie? Alors il y a l'effet qui se coule effectivement de dire que la vie elle est magnifique, ici avec l'hygiène, etc. Mais surtout on revient vraiment ouvert avec des possibilités infinies et on sait qu'on fait partie d'un monde beaucoup plus vaste. Stéphane Alix, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, c'est le titre de votre autobiographie qui vous a valu d'ailleurs des éloges dithyrambiques, notamment de celle de Amélie Nothomb. Alors tout commence lorsque vous partez en forêt amazonienne pour une retraite. Vous méditez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas du tout parti chercher quoi que ce soit. Je suis juste parti faire un point sur ma vie, retraite. Et pendant une séance de méditation, je laisse mon esprit vagabonder, sans doute comme on doit le faire en une séance d'hypnose. Et je me retrouve projeté dans une scène de guerre. Donc j'observe ça en me disant, tiens, c'est peut-être lié à mon... Je suis devenu reporter de guerre très jeune, donc c'est peut-être une image que mon inconscient m'envoie pour que je comprenne quelque chose. Et puis cette scène de guerre se précise, je vois un homme, je sais qu'il s'appelle Alexander, je sais qu'il est Obersturmführer, toutes ces informations-là me viennent comme par cascade, et puis je le vois prendre un éclat d'obus à la gorge, j'ai son nom de famille qui apparaît également, et je sors de cette expérience qui a duré une demi-heure, où je dormais pas, hein, mais je laissais mon esprit partir pour voir jusqu'où ça m'emmenait. Et quand je sors de cette expérience, je me dis, waouh, j'ai le nom d'un type, Alexander Hermann, Obersturmführer, dans la SS, en Allemagne, il est mort en Russie, et je vois prendre un éclat d'obus. Et pour moi, je suis journaliste, donc moi j'enquête sur des éléments probants. Et pour moi, à ce moment-là, il ne peut s'agir que d'une coïncidence, qu'il y a un nom qui existe, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a un type qui s'appelait comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale, à tel point que je laisse cette histoire dormir pendant plus d'un an. Et pour des raisons que j'ignore, au bout d'un an, je refais des recherches, je tombe sur un dossier militaire, cet homme était l'équivalent de lieutenant, et dans le dossier militaire, je tombe sur son acte de décès. Et là, j'ai un véritable 38 tonnes qui m'arrive en face, quand je découvre que dans son acte de décès, il s'est pris un éclat d'obus à la gorge et à la poitrine. Et là, je me dis, waouh, là, il faut que je comprenne la relation que j'ai avec lui, qui c'est, est-ce que c'est ma vie d'avant, est-ce que c'est autre chose, mais ça me concerne. Et ce qui est drôle, pour rejoindre ce que disait Bernard, c'est que ça réveille quelque chose. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. C'est pas comme si je me retrouvais une princesse danoise au XVIe siècle qui n'aurait rien à voir avec ma vie actuelle. Moi, je suis obsédé par la guerre. Je suis obsédé. Je suis parti en Afghanistan. J'avais 19 ans pour rejoindre des moudjahidines qui faisaient la guerre. Je voulais devenir reporter de guerre. Je suis obsédé par la question du mal. Je veux comprendre comment une société peut en arriver à faire des... Donc, tout d'un coup, de rencontrer cet homme, c'est comme si c'était une sorte de miroir maléfique ou d'ombre que je porte, qui expliquerait une espèce de mélancolie et de tristesse que je porte depuis 30 ans. Mais ça va prodigieusement mieux parce que ce face-à-face, je l'ai accepté, j'ai enquêté, je suis parti en Allemagne, je suis parti en Russie, j'ai trouvé sa tombe dans un petit village au fin fond d'un coin paumé de Russie. Et ce processus qui a duré 2 ans, que je raconte en intégralité dans le bouquin, c'est un processus de guérison. C'est ce que fait sans doute notre confrère ici. Mais oui, ça fait du bien de vous lire aussi vos livres à tous les deux. Je trouve que vraiment, oui, c'est une thérapie. Mais on est tous les deux tous les trois sur la même longueur d'onde. Ça sert à guérir. Ça sert à guérir. C'est une immersion finalement dans les profondeurs de notre vie. Dans les profondeurs de notre inconscient, dans les profondeurs de notre karma, peu importe le terme, on s'en fiche à la limite. On va toucher une émotion, on va toucher quelque chose qui nous concerne, qui nous empoisonne la vie, au contraire nous la rend merveilleuse, et on va au fond de cette confrontation. Et
en ce qui me concerne, moi, il y a un avant et un après. À 47 ans, une fois que cette enquête a été terminée, c'est comme si je devenais un nouveau-né. Et quelque chose que je portais depuis l'enfance, une sorte de poids, de lourdeur, elle a disparu par le simple fait que je suis allé au bout de la confrontation avec cet homme. Alors moi j'ai une question à vous poser, parce que finalement votre histoire est aussi incroyable que celle de Bernard Werber, à ceci près. C'est que vous avez mené l'enquête et que vous avez vu que ce soldat SS existait. Alors, est-ce que ça vaut le coup de conscientiser ces mémoires profondes? Parce que comment vit-on après, sachant qu'on a été soldat SS? Pour moi, ça a été un cas... Enfin, déjà, il n'était pas évident que j'écrive un livre. Je suis journaliste, donc je ne sais faire que ça. Vous avez été courageux de le dire aussi. Il était évident que j'allais enquêter, mais pour le livre, je n'étais pas certain jusqu'à la fin. Mais en fait, ce livre, il ne parle pas seulement de mon histoire. C'est un livre qui parle de guérison. Et je reçois du courrier de beaucoup de lecteurs qui me disent « Waouh, vous avez mis le doigt sur quelque chose que je vis aussi ». Donc c'est ce qui m'a décidé à écrire ça. Et je pense qu'on porte tous une part d'ombre. Bernard a eu 111 vies, on a tous eu effectivement sans doute beaucoup de mémoires qui nous impactent. Certaines sont sans doute merveilleuses, d'autres sont sans doute extrêmement sordides. Elles sont là en nous. Cette Seconde Guerre mondiale, qui s'est achevée il y a un peu plus de 70 ans, elle a fait 60 millions de morts dans le monde entier. Où sont ces morts? Où est cette énergie? Où est cette haine et cette colère? Elle n'a pas disparu comme par enchantement. Elle imprègne notre société et elle nous imprègne peut-être chacun de nous. Et c'est dans notre individualité qu'il nous appartient peut-être de faire une part de guérison de cette colère et de cette haine. Donc c'est ce que je raconte dans ce bouquin qui est bien au-delà de mon histoire. Donc on est tous dépositaires de l'histoire de l'humanité, que ce soit par des mémoires directes de vie antérieure, que ce soit par un inconscient collectif ou autre chose. Mais on peut guérir, à titre personnel et à titre collectif, et c'est ce qui importe en définitive. C'est passionnant. Le mot de la fin, Bernard Werber, j'ai une question, moi. Et puis après... Je veux juste dire, oui. de ce qu'a dit Stéphane, il y a une chose à comprendre, c'est une sorte de prolongation de la psychanalyse. Tout à l'heure, Kali disait il est revenu dans son enfance, mais c'est comme si on allait un peu plus loin que son enfance, on va un peu plus loin que sa naissance, et on tombe sur autre chose. Mais l'objectif, c'est se connaître soi-même. Alors, la boîte de Pandore, ça veut dire que c'est dangereux de se connaître soi-même, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Chaque être humain qui vit doit se poser la question, au fait, je suis qui ? Qu'est-ce que je fous là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant? Finalement, mais c'est une question sur l'identité. Tout être humain qui n'a pas compris qui il était va être malheureux. Ou alors il va tourner en rond et c'est une vie pour rien. Mais je crois qu'actuellement, nous sommes à une époque où chacun peut s'autoriser à se dire, au fait, au-delà de ce que mes parents m'ont dit que j'étais, de mes professeurs à l'école m'ont dit que j'étais, que mes collègues de travail m'ont dit que j'étais, je suis qui? Est-ce que la femme qui est en face de moi ou l'homme qui est en face de moi m'apporte un miroir suffisant pour que je sache qui je suis? Et je pense que c'est pas suffisant. Il y a un moment, c'est un travail à faire tout seul qui consiste à descendre comme en plongée sous-marine à l'intérieur de son inconscient et aller voir de plus en plus profondément qui on est et pourquoi on est là. Donc là, Stéphane, il a fait un travail de réparation en découvrant qui il était. Mais je crois qu'on a tous des petits trucs à connaître, en tout cas, si c'est pas forcément à réparer. Bernard. Et ça va nous offrir une perspective. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Je suis désolée. C'est toujours trop court, tellement c'est passionnant. J'ai l'impression que l'émission fait 5 minutes. Tout de suite, c'est l'exploration qui fait du bien. Vous restez avec nous. François Pomès, alors il y a une mission inédite sur Mars. Pourquoi ? Alors, inédite, pourquoi? D'abord, je trouve que cette mission est hyper cohérente avec tout ce qu'on a dit autour du plateau, parce qu'aller sur Mars, c'est remonter 4 milliards et demi en arrière, quand Mars et la Terre se sont formés à peu près au même moment. La mission s'appelle InSight, c'est une mission américaine. Elle envoie un petit atterrisseur sur Mars qui va, pour la première fois, non pas analyser le terrain de Mars, comme on l'a fait avec des précédentes missions, comme Curiosity, mais va analyser l'intérieur de Mars. Par exemple, est-ce que le noyau métallique de Mars est encore liquide? Combien mesure le manteau, l'épaisseur du manteau de Mars? Est-ce que la tectonique des plaques, c'est-à-dire est-ce que les plaques bougent autour de Mars, est encore fonctionnelle? Toutes ces questions méritent des réponses et c'est InSight qui devrait y répondre. Pourquoi aujourd'hui on étudie autant Mars ? Justement, pour savoir d'où on vient, parce que Mars et la Terre ont eu deux destins complètement différents il y a 4 milliards et demi d'années. Il y en a une qui est devenue le berceau de la vie, la Terre, on est dessus, et l'autre qui a un peu mal tourné. C'est Mars, elle est devenue, comme sur la photo, rouillée. Pour comprendre pourquoi Mars est devenu rouillé, pourquoi la Terre n'est pas devenue comme Mars, et surtout parce qu'on ne veut pas que la Terre redevienne comme Mars, eh bien on essaie de la comprendre. Les prochaines missions après InSight, qui va arriver le 26 novembre, seront des missions de recherche de vie. En 2020 partira une mission qui s'appelle ExoMars. On va percer Mars en son cœur pour essayer de détecter des fossiles et savoir si peut-être Mars a accueilli la vie à un moment donné et pourquoi cette vie aurait disparu si elle a été accueillie.
C'est passionnant, merci beaucoup. Hein. Donc ça, c'est une news en fait. Que Insight arrive à la fin du mois de novembre, oui, ça c'est une news. Et on va attendre les résultats dans les 6 mois qui vont suivre le début de la mission. La mission durera 2 ans. Merci François Pomès. Cali, je présente à nouveau votre album. Cali chante Léo Ferré. Vous êtes aussi en ce moment en tournée dans toute la France. Merci à tous d'être venus. Bernard Werber, Catherine Romanoff, Stéphane Alix, François Pomès et Jérémy Lorca. Jérémy Lorca d'ailleurs. On va se laisser sur eh bien, un petit extrait. Viens, on se marre. On vous retrouve au Théâtre du Marais tous les mardis soirs. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Hein. C'était super. Alors 36 ans et je vois mon reflet, donc je commence à perdre mes cheveux. J'ai l'air trop, j'ai la vue qui baisse, je commence à avoir du ventre et comme j'ai plus de 30 ans, j'arrive pas à le perdre. Je suis obligé de dire aux gens, non, j'ai pas grossi, je prépare un rôle pour le cinéma. La dernière fois, j'ai un pote qui m'a dit, mais ça fait 4 ans, il sort quand le film ? Je lui dis, je suis toujours en préparation.